On a une personne qui essaie d'accéder à l'éducation, on a une personne qui par ailleurs a présenté des excuses aux parties civiles lors de son procès, ce qui est quand même suffisamment rare pour être souligné, ce qui était tout à fait inespéré, et une personne aussi qui potentiellement aimerait pouvoir expliquer un peu la situation et peut-être discuter, ouvrir une porte aux parties civiles, si toutefois celles-ci le souhaitent, pour pouvoir évoquer la détention et évoquer ce procès-là. Il vous l'exprime ça? Il vous le dit? Ah oui, je voudrais exprimé. entrer en contact avec les parties civiles. C'est exprimé et ça a été aussi une demande qui a été exprimée par certaines parties civiles de pouvoir entrer en contact avec lui. C'est vraiment des principes de justice restaurative où, en fait, les personnes qui sont mises en cause et les personnes qui ont été victimes des infractions arrivent à dépasser quelque chose pour essayer de viser, et je sais qu'on en est encore loin, mais viser un apaisement social. Les vraies voix Sud Radio. Alors la personne dont elle parlait, c'est Georges Saline, qui est le père de Lola, tué au Bataclan, qui effectivement a fait une tentative de rencontrer Abdeslam à la prison. Il n'a pas pu le faire, mais en tout cas, voilà, il a envie de rencontrer le terroriste et de discuter avec lui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que on peut imaginer que Salah Abdeslam, alors que là il passe en garde à vue pour avoir des contenus terroristes, soyons clairs, dans son ordinateur, envie de se dire j'ai envie de parler aux parents des victimes. Non, mais vous avez dit quelque chose de très juste, Cécile. Au moment où on apprend qu'il continue de se radicaliser avec des clés USB dans sa cellule, il veut nous faire croire qu'il aimerait rentrer en contact avec les gens qu'il a fait assassiner, dans lui et son commando. C'est d'une perversité, pardonnez-moi, totale. Alors maintenant qu'un père, un frère, une sœur, peut-être pour définitivement faire son deuil, ait besoin de voir en face le bourreau. Bon, je pense que des psychanalystes ou des psychiatres pourraient expliquer tout ça. Mais la démarche même, je la trouve perverse. Voilà. Puis juste pour Philippe David, vous avez raison, vaut mieux être Beaufort que Münster pour l'odeur. Pardon. Ça n'a absolument rien à voir avec le sujet qui est plutôt grave. Sébastien Ménard. Non, moi je vais rester cohérent avec ce que je dis depuis le début de cette émission. Je souhaiterais pour les terroristes une juridiction exceptionnelle, donc des mesures exceptionnelles, donc un cadre. J'ai envie de dire juridique, judiciaire, il y a exceptionnel. déjà eu, lors des procès, des juridictions exceptionnelles. Mais vous voulez dire des sanctions. Et avec évidemment des sanctions exceptionnelles. Et donc les mesures type justice restaurative, etc., ne seraient pas, entre guillemets, possibles dans ces cas-là. Enfin voilà. Oui, par exemple. Pour moi, en fait, Abdeslam n'est pas injusticiable comme les autres. Voilà. Il n'est pas un prévenu comme les autres. Donc, il ne doit pas être traité de la même manière. Ce n'est pas possible. Donc pas de rédemption. Pas de rédemption. Enfin, moi, je trouve que la période de l'avocate qui va sur les plateaux de télé en disant qu'il veut une justice restaurative, j'appelle ça de la provocation. Oui. Et la même avocate qui, il y a 3 ans, était sur les plateaux de télé en expliquant, je cite, que Salah Abdeslam était quelqu'un de très humain, avec qui on pouvait discuter. Je ne plaisante pas, vous pouvez vérifier, il y a les vidéos qui tournent. Alors si Salah Abdeslam est très humain, dans ces cas-là, tout le monde a un côté humain, on peut y aller. Göring, Himmler aussi. Voilà. Hitler adorait sa chienne Gandhi, mais c'était une des pires ordures de l'histoire de l'humanité. Voilà. Et on est encore dans le relativisme le plus total. Mais le pire, alors je me demande, parce que vous savez que pour déradicaliser les gens en France, on avait une méthode depuis une dizaine d'années avec plusieurs stages, on va dire ça, dont notamment un qui consistait, accrochez-vous bien, à caresser des hamsters. Alors je me demande comment on déradicalise quelqu'un qui veut tuer C'est une véritable info? C'est une véritable info, vous pouvez vérifier. Okay. Ah non mais attendez, là je suis pas dans l'humour, vous pouvez vérifier. Il y avait des méthodes de déradicalisation abracadabrantesques. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait une émission sur Sud Radio qui s'appelait Seul contre tous, ou le grand référendum dans ce domaine, où on faisait caresser des hamsters à des personnes radicalisées. Mais est-ce qu'on n'est pas dans le grand n'importe quoi? Alors maintenant, moi, si un père veut rencontrer Abdeslam et que Abdeslam veut le rencontrer, alors on va pas interdire au père d'une victime de voir quelqu'un. Pour moi, ça serait pas possible. Mais je suis tellement choqué que le timing tombe à ce moment-là que je suis dégoûté, écœuré, outré.
On avait envie de parler à quelqu'un que vous connaissez tous, qui s'appelle Gérald Kierziek, qui est avec nous. Bonsoir Gérald Kierziek. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin urgentiste et vous avez pris en charge les premières victimes du 13 novembre à l'hôtel Dieu. Et on avait envie de vous entendre pour comprendre ce qui arrive et comment on parvient, si on parvient, à effacer de son cerveau des événements tels que nous les avons vécus le 13 novembre 2015. Alors non seulement on parvient à effacer, mais c'est même un mécanisme de protection en fait neurologique. C'est-à-dire que les psychiatres, alors nous on a pris en charge des victimes, alors évidemment l'urgence elle est physique, et puis après elle est psychique. La particularité de l'Hôtel Dieu, c'est qu'on a des psychiatres qui gèrent les urgences médico-psychologiques, et on voit quand il y a des phénomènes traumatiques, mais c'est un peu la même chose quand il y a un viol, quand il y a un traumatisme, quand le stress est trop intense, en fait le cerveau n'encode pas, ne retient pas l'information de la même manière qu'un souvenir. Ça prend pas le même circuit dans le cerveau, et donc on se retrouve avec ce qu'on appelle une dissociation et avec un souvenir qui est mis dans une case et avec une espèce d'oubli. L'émotion est trop forte et du coup le cerveau un peu disjoncte le circuit normal de mémorisation. Donc ça permet, j'allais dire de manière naturelle, cette protection. Le problème, c'est qu'il faut réassocier les choses dans un deuxième temps, et ça c'est tout l'objectif de techniques comme le MDR. On a tous vu, vous savez, avec le doigt, ce système de mouvement Dieu, oui, qui permet justement de réassocier au niveau du cerveau. Et puis c'est tout le sujet de la prise en charge après psychologique. Mais très souvent, et le 13 novembre, on l'a vu, il y a des gens qui étaient sidérés et qui étaient dans un état figé parce que c'était trop violent, et à un moment donné, une espèce de court-circuit dans le cerveau. Mais est-ce que ça veut dire que du coup ça efface tout ? Alors, ça peut effacer un certain nombre de choses, de souvenirs traumatiques. Alors, le problème, c'est que c'est une vraie dissociation. Donc, il y a parfois un comportement qui est complètement, qui n'est plus adapté, et que tout l'objectif de la prise en charge, alors, du débriefing sur place, parce que, alors sur place ou à l'hôpital, parce que là, sur place, évidemment, avec le Bataclan, c'était pas possible. Mais moi, qui étais un des premiers intervenants sur Charlie Hebdo, par exemple, on avait fait déjà un premier débriefing en face, vous voyez, du lieu. Et puis, sinon, ça se fait à l'hôpital avec un débriefing dans la phase aiguë. Et puis après, il y a la suite de la prise en charge médico-psychologique avec des psychiatres, des psychologues, pour pouvoir progressivement aller retrouver ces souvenirs et essayer de les déconnecter d'une émotion trop intense, en tout cas de l'émotion trop intense qui a provoqué leur cloisonnement à l'intérieur du cerveau. Ça, c'est des mécanismes neurobiologiques qu'on est en train de comprendre. Il y a même des médicaments qui sont en train d'être utilisés pour pouvoir, il y a ce qu'on appelle la pilule de l'oubli, par exemple, qui est du propanolol, qui est un médicament pour le cœur à l'origine, mais on s'est aperçu qu'il avait un effet sur le cerveau là aussi pour pouvoir contrôler les émotions. Mais est-ce qu'il vaut mieux l'oublier ou il vaut mieux le traiter, c'est-à-dire que l'affronter? Est-ce qu'on peut vraiment totalement oublier un tel trauma? L'oublier en phase aiguë, parfois, c'est le mécanisme salvateur, j'allais dire. C'est cette espèce de ça disjoncte. Après, tout l'enjeu, c'est de pouvoir reconnecter de manière acceptable et de retrouver ce souvenir-là. Mais en fait, on décide pas d'oublier. On voit bien que c'est le cerveau qui, de manière, j'aime pas le mot inconscient parce que c'est associé à des choses qui sont pas de la neurobiologie, qui sont de la psychanalyse. Et on n'est pas dans la psychanalyse. On est vraiment dans l'ordre de la biologie, du physique au niveau du cerveau, où on a ce mécanisme qui va aller mettre le souvenir trop important en termes d'émotion dans la mauvaise case. Et donc tout l'objectif de la rééducation psychique, c'est de le remettre dans la bonne case. Vous, Gérald Kierziek, vous étiez sur 2 attentats différents, vous avez vu des choses horribles, comme la plupart des personnels de santé. Comment vous faites ? Alors moi j'étais pas au Bataclan, parce que le Bataclan c'était encore autre chose. On a accueilli les gens à l'hôpital, donc on a une protection en fait de l'hôpital. On a la blouse blanche, on n'était pas sur le lieu. Charlie Hebdo c'était autre chose effectivement. Mais d'abord on est entraîné. Ensuite c'est des gens qu'on ne connaît pas. Le fait d'être entraîné, de se mettre en mode réflexe, d'avoir des gens en face desquels on n'a pas d'émotion particulière parce qu'on ne les connaît pas avant, j'allais dire on ne les connaît pas après, donc on est purement dans la technique. Et puis la troisième chose qui protège un peu, c'est qu'on a un certain nombre de débriefings psychologiques aussi qui nous permettent de discuter en équipe, alors soit de manière structurée, soit de manière beaucoup plus informelle. Mais ça n'a rien à voir. Et puis, vous savez, au Bataclan, et tous les survivants le disent, il y a la peur aussi. Et d'ailleurs, les équipes d'intervention aussi, il peut y avoir la peur. Et tout l'enjeu des équipes d'intervention, c'est de dominer cette peur-là.
Et nous, à l'hôpital, on a eu un peu ce moment-là, parce qu'il y a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 10 ans, mais il y a eu à un moment donné une suspicion que des terroristes étaient potentiellement dans Paris, etc. Absolument. Nous, par exemple, le 13 novembre, on a fermé l'hôpital pour pouvoir justement se protéger, et on a pu toucher du doigt un peu ce sentiment de peur qui, là, change complètement la donne. Et on peut imaginer, bien sûr, l'horreur des gens qui ont vécu ça de l'intérieur. Merci beaucoup, Dr Gérald Kirziak, d'avoir accepté notre invitation, médecin urgentiste, en tout cas, qu'on aime beaucoup et qui est toujours très très clair. Merci, Gérald. Et puis Franck est